What is he doing? What is he taking out? He's taking out. He has gloves. He has gloves. He has gloves He has in his gloves. hands. He has gloves. Gloves and what else? The blanket. Oh my God, that is my blanket. Holy God. Oh my God, call me. You talked about giving her your life savings. You cash out her money and you claim that you weren't in touch. It's on text. As a matter of fact, I'm asking you to hold on. Send us a signal. Tell us where you are. Le 24 septembre 2021, la jeune Mia, 19 ans, se prépare à prendre l'avion afin de visiter sa famille. Cependant, à l'heure d'arrivée, elle ne se présentera pas à l'aéroport. Et la raison est bien simple, elle s'était tout simplement volatilisée. Ses amis ainsi que sa famille n'ont aucune idée de ce qui aurait pu lui arriver. Mais personne ne s'attendait à faire la découverte de la terrible vérité qui va suivre. Voyons ensemble aujourd'hui la triste histoire de Mia Marcano. Mia Marcano est née le 26 avril 2002 de sa mère Ima Scarborough et de son père Marlon Marcano. Depuis tout petit, Mia a grandi avec son grand frère Marlon Jr. à Pembroke Pines en Floride. Après le divorce de ses parents, sa mère décida alors de quitter les États-Unis et de retourner vivre aux îles Vierges. Son père Marlon, de son côté, se remariera avec une autre femme du nom de Gisèle Blanche, qui était devenue pour Mia comme une seconde mère, qu'elle adorait tout autant. En grandissant, Mia a su gagner le cœur de ses professeurs, qui la décrivaient comme une jeune fille sûre d'elle, mais aussi très brillante. Elle adorait aussi passer du temps avec sa famille, et leur procurait toujours tout son amour. Mia était aussi extrêmement ambitieuse, et elle avait la chance d'avoir le soutien de ses parents, qui étaient toujours derrière elle, peu importe ses choix. Après avoir terminé ses études au lycée de Charles Flanagan en 2020, Mia rentrera directement à l'université de Valencia, située à Orlando, la même année. Elle y entreprend des études d'art et compte plus tard entreprendre un master dans le domaine du sport médical. À côté de ses études, Mia avait aussi un travail à temps partiel, qui se situait pas trop loin de son université, et donc tout naturellement, elle décida alors de louer un appartement aux alentours. Pendant quelque temps, tout va aller pour le mieux pour Mia. Elle avait une vie d'étudiante bien remplie et surtout, elle n'avait pas le temps de s'ennuyer. Cependant, un personnel de maintenance qui travaillait dans le bâtiment où vivait Mia avait depuis quelques jours commencé à lui faire des avances. Avances qu'elle refusera de nombreuses fois, mais qui semblaient ne pas faire son effet. Agacée, elle décida alors d'en faire part à sa famille et de passer outre. Le vendredi 24 septembre 2021, Mia quitte le travail aux alentours de 17 h et se prépare à prendre un vol pour Fort Lauderdale afin de visiter sa famille. Elle fait un détour à son appartement, se saisit de sa valise, mais n'en sortira jamais. Voyant qu'elle ne répondait ni aux SMS ni aux appels téléphoniques, sa famille a commencé à s'inquiéter pour elle. Ils se disent qu'il y avait sûrement des problèmes avec son vol ou que c'était peut-être dû à son téléphone. Mais cependant, lorsque l'avion de Mia atterrit à l'aéroport, sa famille ne la voit pas sortir de celui-ci. Ses parents essaient alors de lui passer des coups de fil, mais il n'y avait strictement rien à faire. Son téléphone était éteint. À ce moment, ils le savent, quelque chose de terrible venait de se passer. Aux alentours de 21h30, la mère de Mia appelle la police d'Orlando afin qu'ils puissent vérifier où était Mia. Quelques instants plus tard, un policier adjoint sera directement envoyé à l'appartement de la jeune femme, et ce afin d'y effectuer une inspection. À son arrivée, le policier frappe plusieurs fois à la porte, mais personne ne lui ouvre. Cependant, quelques minutes plus tard, l'une des colocataires de Mia arrive sur place et ouvre alors la porte au policier. En rentrant dans ce dernier, il réalise que Mia partageait cet appartement avec plusieurs autres colocataires. Elles avaient toutes leurs chambres et en essayant de rentrer dans celle de Mia, le policier se retrouve face à une porte déverrouillée mais qui ne semblait pas s'ouvrir, comme si quelque chose semblait la bloquer depuis l'intérieur. Il décide alors de faire le tour du bâtiment afin de voir directement à travers la fenêtre de la chambre de Mia. Et c'est là qu'il vit alors une armoire
adossé contre la porte, bloquant cette dernière. En regardant de plus près, l'officier remarque qu'il y avait des bijoux étalés sur le sol et que des taches rougeâtres étaient présentes sur l'oreiller de Mia. L'officier interroge alors la colocataire de Mia qui lui confie que cette dernière lui avait envoyé un message aux alentours de 17 h lui disant qu'elle se rendait à l'aéroport. Il enchaîne alors en lui demandant si quelqu'un dans la vie de Mia lui en voulait au point de lui faire du mal. Elle va alors mentionner le nom du personnel de maintenance, Armando Caballero. Elle explique au policier que depuis quelque temps, Armando n'arrêtait pas d'harceler Mia, en lui demandant toujours de sortir avec lui, chose qu'elle refusa à plusieurs reprises. Après avoir récolté les informations nécessaires, l'officier quitte alors les lieux et la famille ne fut pas prévenue de l'avancée de cette affaire. Les parents de Mia, qui habitaient à plusieurs kilomètres de là, décident alors de prendre leur voiture et de se rendre directement à Orlando afin d'y effectuer leurs propres recherches. Aux alentours de 3 h du matin, ils arrivent devant l'appartement de Mia. Ils appellent ensuite l'officier qui était intervenu quelques heures auparavant afin qu'il puisse leur ouvrir la porte. Malgré le désordre apparent dans la chambre de Mia, aucune enquête n'avait encore débuté. De ce fait, ses parents décident alors d'enquêter eux-mêmes et ils ont bien raison puisqu'après avoir franchi la porte de la chambre de Mia, ils retrouvent au sol un cutter jaune en dessous d'un tapis qui n'appartenait pas à leur fille. Et alors qu'ils sont en train d'effectuer leurs recherches, Armando Caballero apparaît soudainement devant l'appartement. He said, "Are you looking for Mia?" I said, "Who are you?" He said, "I'm the maintenance guy. I heard you're looking for me." La tante de Mia va trouver ça extrêmement suspect, puisqu'à ce moment-là, il n'avait pas encore annoncé la disparition de Mia. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faisait là à 4 h du matin, alors qu'il n'est pas du tout censé travailler à cette heure-ci? Armando va confier à l'officier présent sur place qu'il avait vu Mia la dernière fois à 15 h et que ce serait grâce à une amie en commun du nom de Tati qu'il aurait été informé de la disparition de Mia. Mais la famille et surtout la tante de Mia n'y croiront pas une seule seconde. En plus de ça, la famille de Mia savait que Armando était obsédé par cette dernière. No one knows Tati. That's my whole thing. Not even the roommate knows Tati. She's an employee, but you keep saying Tati is a friend and that you've all hung out together. No one here knows Tati. All her other friends showed up. Her closest friends that live in the complex were all here with us early on. No one knows Tati. Only you. You talked about giving her your life savings. You cash out her money and you claim that you weren't in touch. It's on text. Au vu de ces accusations flagrantes, mais aussi de son comportement ultra suspicieux, on s'attendrait à ce que l'officier arrête Armando afin de l'interroger, mais ce ne sera absolument pas le cas, puisque rien ne sera fait, en disant qu'il n'y avait pas assez d'évidence pour le suspecter. Armando, lui, de son côté, finira par quitter les lieux. Furieux et se sentant délaissé, la famille de Mia décide alors de suivre Armando jusqu'à son appartement. Et alors qu'ils sont garés à quelques mètres de lui, ils vont voir quelque chose qui va leur glacer le sang. Alors qu'ils sont en train de l'observer, ils remarquent qu'Armando était en train de retirer des choses de sa voiture. En regardant de plus près, ils aperçoivent des gants, un sac noir et ils reconnaissent la couverture de lit de Mia. What is he doing? What is he taking out? He's taking out. He has gloves. He has gloves. He has gloves He has in his gloves. hands. He has gloves. Gloves and what else? The Oh blanket. my God, that is my blanket. Très rapidement, ils vont alors appeler le 911 et les policiers vont rapidement arriver sur place. Arrivés sur les lieux, ils vont faire sortir Armando de son appartement et l'interroger. Vu que sans mandat de perquisition, il aurait été impossible de fouiller son appartement. Mais dû à la pression de la famille, Armando finit alors par leur laisser rentrer dans son logement. Malheureusement, la famille ne trouvera rien leur permettant de remonter jusqu'à Mia. Encore une fois, Armando sera remis en liberté. C'était vraiment très frustrant pour la famille. Eux qui pensaient enfin pouvoir mettre la main sur un indice permettant de retrouver leur fille, se retrouvent face à un mur.
Finalement, la police d'Orlando va lancer un avis de recherche concernant la disparition de Mia. Et étant donné qu'Armando était l'unique suspect dans cette affaire, un mandat d'arrêt sera rapidement monté contre lui afin de l'arrêter. Quelques heures après avoir obtenu ce mandat, la police va rapidement intervenir et encercler l'appartement d'Armando. Mais malheureusement, ce sera trop tard, puisqu'il avait déserté les lieux la veille. Les enquêteurs apprennent que le jour de la disparition de Mia, aux alentours de 14 h, une personne avait ouvert la porte de son appartement en utilisant une clé passe-partout utilisée par le personnel de maintenance. Et devinez qui possédait aussi cette clé? Armando lui-même. La même clé sera réutilisée afin d'ouvrir la porte de l'appartement aux alentours de 16 h 30, soit 30 minutes avant la fin du travail de Mia. Puis aux alentours de 17 h 06, ce sera au tour de Mia d'utiliser sa propre clé afin de rentrer dans son appartement. Et ensuite, une heure plus tard, la voiture d'Armando sera vue en train de quitter le complexe d'appartements. On saura aussi qu'à 19 h 16, Armando aurait passé un faux coup de fil au centre de maintenance. Puis 10 minutes plus tard, il passera un autre coup de fil aux employés du complexe d'appartements en leur demandant de lui ouvrir la grille d'accès, comme s'il venait tout juste d'arriver sur les lieux. Et bien entendu, tout cela n'est qu'un coup monté permettant de nourrir son alibi. Aux alentours de 19 h 38, Armando quitte à nouveau le complexe d'appartements, ce qui permet d'affirmer qu'il n'était absolument pas là pour travailler. Les enquêteurs pensent qu'il avait tout simplement garé sa voiture pendant quelques minutes, le temps de monter dans l'appartement de Mia afin de la kidnapper. En apprenant cela, ils vont alors tout faire afin de retrouver la trace d'Armando. Au petit matin du 27 septembre, soit 3 jours après la disparition de Mia, la police reçoit un appel leur indiquant qu'un homme avait été retrouvé mort, pendu dans son garage. Et cet homme n'était nul d'autre qu'Armando Caballero. Cette découverte va complètement chambouler l'enquête, puisqu'il était le seul à savoir où était Mia. À l'annonce de cette nouvelle, la famille de Mia sera dévastée. En plus de ne pas pouvoir confronter directement l'auteur du kidnapping, ils avaient aussi perdu tout indice permettant de la retrouver. Malgré tout, sa famille ne perdra pas espoir. Ils continueront de leur côté à mener des recherches en postant des affiches partout dans la ville, et ce dans l'espoir de la retrouver vivante. En plus de la recherche menée par la famille et celle de la police, ce sera aussi pas moins de 100 volontaires qui se mettront eux aussi à la recherche de Mia. Les poubelles, les points d'eau, les lacs, ainsi que tous les recoins de la ville sera fouillé au peigne fin. Après 3 jours de recherche, ce sera 3 comtés qui auront été fouillés en utilisant diverses méthodes, que ce soit des équipes de plongée, l'utilisation d'hélicoptères, les médias, la presse et même des brigades canines spécialement entraînées pour l'occasion à reconnaître l'odeur de Mia en utilisant ses vêtements. L'affaire a pris une telle ampleur que même le FBI sera impliqué dans cette enquête. De leur côté, les enquêteurs essaieront de creuser une autre piste, en essayant de savoir où s'était rendu Armando le jour de la disparition de Mia. Et grâce à la géolocalisation du téléphone d'Armando, ils découvrent que ce dernier avait visité Timbers Cane, qui était tout simplement un des quartiers où Armando avait vécu. Et pour info, ce quartier était malheureusement connu pour ses nombreux crimes, que ce soit pour des affaires de trafic, de vol ainsi que de meurtre. La violence y était tellement présente que plus personne n'osait y habiter. Une équipe de recherche sera rapidement envoyée sur place le 2 octobre 2021. Et après plusieurs heures de fouilles intensives, ils retrouvent finalement le corps de Mia caché dans les bois de Timbers Cane. Ses pieds ainsi que ses mains avaient été attachés avec du ruban adhésif et elle en avait aussi sur la bouche. Elle est partiellement vêtue d'un jean, d'un soutien-gorge ainsi que d'une petite robe. Le corps est dans un tel état de décomposition qu'il était impossible pour les experts médico-légaux de déterminer comment elle était morte. À l'annonce de cette nouvelle, ce sera
tous les membres de la famille de Mia qui seront dévastés. Une veillée sera organisée à la mémoire de Mia où plusieurs personnes se rassembleront afin de soutenir la famille et pleurer la perte de la jeune fille. La famille de Mia finira par porter plainte contre le complexe d'appartements en les accusant de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de sécuriser les appartements, laissant un libre accès à ces derniers au personnel de maintenance. They operated below the standards by allowing this guy to have unfettered access to Mia's apartment, and not only Mia's apartment, but all of the tenants in the Arden Villas. L'enquête permettra de montrer que ce n'était pas la première effraction d'Armando, puisqu'en mars 2021, soit 6 mois avant le meurtre de Mia, Armando, qui travaillait à ce moment-là dans un autre complexe d'appartements, avait laissé une note à une femme en lui demandant de sortir avec lui. Cette dernière finit par accepter quelques jours plus tard, mais elle va rapidement remarquer que le comportement d'Armando était extrêmement bizarre. Ce dernier n'arrêtait pas d'insister afin qu'ils puissent se voir de nuit. Et donc, trouvant ça trop étrange, elle décida alors d'annuler leur rendez-vous. Plus tard cette nuit-là, alors que la femme est dans son appartement, une altère brise soudainement sa fenêtre et vient s'écraser dans sa chambre. Bien que n'ayant pas vu qui l'avait lancé, elle savait que cela ne pouvait qu'être qu'Armando. En 2013, il sera aussi arrêté pour avoir ramené une grenade artificielle à son lycée, sous prétexte que cela faisait partie d'une blague. Heureusement, personne n'a été blessé et Armando ne sera pas condamné pour son acte. Les amis, cette affaire se termine ici. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà été confronté à une personne comme Armando dans votre vie? Et selon vous, est-ce que le complexe d'appartements devrait être tenu responsable de ce qui s'est passé? Je vous attends tout de suite dans les commentaires. Et sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show. Ciao.